si je regarde maintenant les crédits d'impôt des entreprises, il y a le principal crédit d'impôt des entreprises, c'est bien entendu le crédit d'impôt recherche. C'est un crédit d'impôt difficile. Pourquoi? Parce que les experts comptables, les conseils ne sont pas des chercheurs. Et pour définir ce qui est de la recherche, ce qui est de l'innovation, ce qui est rien du tout, c'est pas ça. C'est pourquoi l'administration, face aux nombreux contentieux anciens, a toujours essayé de trouver des moyens de sécuriser le dispositif. Le premier moyen, vous le savez, c'est le rescrit. Le rescrit pour savoir si l'opération est éligible ou pas au CIR. Je rappelle qu'il est 30%, quand même pas rien. Le seuil de 100 millions, on va l'oublier. Le deuxième dispositif de sécurisation, qui est assez peu connu, c'est celui de demander à l'administration de venir faire un contrôle du CIR. Ce contrôle pouvant se faire soit en amont, y compris avant que la déclaration initiale ait été déposée, soit postérieurement. Le mieux, c'est en amont, puisqu'on a une collaboration de l'administration pour faire une déclaration fiscale qui la sécurise et qui donne pour l'avenir des directives. Mais l'administration n'est pas obligée de répondre à la demande, à la sollicitation. Quelquefois, elle le fait. J'ai rencontré un de vos confrères à Melun qui avait utilisé cette demande et il en était tout à fait ravi. Il a eu la chance d'avoir été contrôlé avant que la déclaration n'ait été déposée. Et donc tout ça s'est bien passé de son point de vue, et je suppose du point de vue de son client. Et puis, ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas, dans le cadre du contrôle fiscal, des redressements, des difficultés. Et pour essayer de les régler, on met en place un comité consultatif qui ressemble à la commission des impôts, pas tout à fait, parce qu'elle n'est pas paritaire. Ce comité est composé d'un conseiller d'État, d'un agent d'administration fiscale et d'un agent du ministère de la Recherche ou de l'Innovation, ça dépend du sujet qui lui sera soumis, et il émettra un avis. Évidemment, il pourra écouter le contribuable qui sera accompagné de son conseil. À mon avis, ce conseil ne sera pas un expert comptable, ça sera plutôt un ingénieur ou un chercheur pour pouvoir discuter du sujet de fond. Et puis, le comité émettra un avis, et cet avis ne lira pas l'administration, mais on peut penser qu'elle s'en servira, évidemment. Alors, comme il y a un petit peu de mise en place dans tout ça, ce sera applicable qu'à compter du 1er juillet 2016. Ensuite, vous avez, dans le crédit d'impôt recherche, une mesure qui est générale, qu'on étend aux instituts techniques agricoles, qui consiste à dire que dans un certain nombre de cas où on fait effectuer la recherche par des laboratoires publics, des fondations de recherche, des établissements universitaires, des instituts techniques industriels, des CTI, eh bien, on peut doubler la dépense dans l'assiette du CIR. Alors ça, c'est très important parce que la dépense ainsi sous-traitée est pratiquement financée par l'État. Je m'explique, si je demande à un laboratoire universitaire de me faire une recherche et me facture 100, cette charge est déductible. J'ai donc 33,1 d'IS en moins. Et puis je la retiens pour 200, 2 fois son montant dans l'assiette du CIR. 200 à 30%, ça fait 60. 60 plus 33, ça fait 93. J'ai payé 100, on m'a remboursé 93. C'est quand même une possibilité qu'il ne faut pas sous-estimer. Alors évidemment, vous n'êtes pas, et c'est normal, des experts dans ce domaine. Simplement, je donne quelques indications, me semble-t-il, où on peut s'interroger pour savoir s'il y a du CIR. Première interrogation, est-ce qu'il y a du personnel de recherche? Dans une entreprise où il y a du personnel de recherche, normalement, il y a du CIR. Deuxièmement, est-ce qu'il n'y a pas eu des factures de sous-traitance? Factures qu'on a vues passer, qui provenaient d'un CTI, qui provenaient d'un laboratoire. Quand on a cette facture, on doit penser qu'il peut y avoir un CIR. Et puis, troisième cas que l'on peut rencontrer, c'est lorsqu'on a sollicité une subvention, qu'on a déposé un dossier à l'Agence nationale de la recherche ou à OSEOIR. Et dans ces cas, on peut se dire qu'il y a des opérations de recherche. Ensuite, qu'on ne soit pas
à même de pouvoir en déterminer les contours, je vous le concède bien volontiers, mais indiquer au client qu'il est peut-être en situation d'avoir un CIR, ce n'est pas plus mal. Voilà ce que l'on peut indiquer. Alors, un autre crédit d'impôt, c'est le crédit d'impôt maître-restaurateur. Il y a du bon et du mauvais dans cette évolution. Le crédit d'impôt maître-restaurateur, c'est quand même 30 000 € d'assiette avec 50%, ce qui fait 15 000. Simplement, il faut avoir le titre maître-restaurateur, et jusqu'à ce jour, c'était l'exploitant qui devait être titulaire du titre. Alors qu'aujourd'hui, on va pouvoir obtenir, l'entreprise va pouvoir obtenir le crédit d'impôt maître-restaurateur si un salarié a le titre de maître-restaurateur, sous certaines conditions, bien entendu, que le salarié ait un contrat de travail, soit à durée indéterminée, soit à durée déterminée d'au moins 12 mois, que d'autre part, il est, au moment où on demande le crédit d'impôt, il est au moins un mois d'activité dans l'entreprise. Bon, ce sont 3 conditions. Il peut avoir un contrat de travail à durée à temps partiel, dès lors qu'il y a au moins 24 heures d'activité par semaine. Bien. Ça, c'est le côté positif. Il semble c'est même pas il semble, c'est la vérité, que le conjoint n'est pas dans le cas du salarié. On pourrait imaginer le cas où le conjoint serait maître-restaurateur, mais pas l'exploitant ou l'exploitante. Et dans ce cas, eh bien, il n'y a pas de crédit d'impôt, parce qu'il n'est ni exploitant, ni salarié. Alors ensuite, le mauvais côté, c'est qu'on réduit les dépenses éligibles. On réduit l'assiette. On ne met plus les dépenses courantes. Les dépenses courantes, ce sont les frais vestimentaires, ce sont les petits ustensiles de cuisine, c'est la signalisation des restaurants. Toutes ces dépenses ne sont plus éligibles au crédit d'impôt maître-restaurateur. Seuls plus demeurent les amortissements correspondant aux investissements de ce restaurant. Et ces nouvelles mesures s'appliquent depuis le 1er janvier 2016. Je vais passer sur le crédit d'impôt cinéma. Vous verrez, c'est mieux qu'avant. Vous avez aussi peut-être un mot sur ce crédit d'impôt nouveau, qui est un crédit d'impôt en faveur des entrepreneurs de spectacles vivants. Alors il y en a beaucoup, ça va des variétés au théâtre, au cirque, etc. Donc il y a beaucoup de petites entreprises qui sont des exploitants, des entrepreneurs de spectacles, et qui n'avaient droit à rien pour le moment et qui vont pouvoir obtenir un crédit d'impôt de 30%. 30% adossé à des dépenses, à des rémunérations, c'est toujours très intéressant parce que souvent c'est l'essentiel des charges de cette activité. Alors, il y a quelques conditions. D'ailleurs, le fameux crédit d'impôt peut être de 500 000 € par spectacle, ce qui évidemment pas rien, étant observé que les grands artistes en sont exclus, puisqu'il ne faut pas qu'ils aient eu plus de 12 000 entrées par personne. Les 30%, c'est pour les PME. Les 15, c'est pour les autres. Les PME au sens communautaire, les 250 salariés, les 50 millions de chiffre d'affaires. Le crédit d'impôt phonographique, si vous permettez, aussi, je vais passer. Et sur les scopes aussi, on peut aller plus vite. C'est tout simplement, comme on a pris comme décision de faire des regroupements de scopes, on a étendu au regroupement de scopes le régime fiscal des scopes, c'est-à-dire les quelques avantages dont ils peuvent bénéficier, c'est-à-dire la provision pour investissement, la déduction des ristournes que l'on fait aux salariés, et puis l'exonération de CFE. Cette mesure est assez intéressante puisqu'il s'agit de l'exonération des indemnités journalières des non-salariés qui sont atteints d'une affection de longue durée et qui, pour l'heure, n'avaient aucun avantage, même cette indemnité était dans les bénéfices imposables. Alors, déjà, les salariés, eux, dans la catégorie des traitements et salaires, les indemnités journalières ne sont pas imposables, ça c'est connu. D'autre part, en ce qui concerne les entreprises au micro, l'administration fiscale avait dit que les indemnités journalières ne devaient pas être retenues dans les recettes pour appliquer le régime du micro et les indemnités. Donc on avait une exonération,